Je me suis toujours fixé cet objectif et gardé ce mindset en tête. C'est ils le font, pourquoi j'y arriverai pas? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois H. Moussa qui est fondateur de l'agence Green Garden. On va prendre le temps de rentrer un peu en détail dans ton parcours. Tu vas nous raconter un peu d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, tes passions, tes enjeux d'avenir. On a une petite heure ensemble. Salut H, comment tu vas? Bah écoute, très bien et très honoré d'être là parce que depuis le temps que je te suis, j'ai un pote dans la com, c'est un vrai plaisir. Écoute, je suis ravi, honoré, on est très content de t'avoir aujourd'hui. Des profils très différents qui passent au micro de Charbon. Aujourd'hui, c'est toi, H. Tu travailles dans le divertissement, dans la communication, mais tu vas aussi nous parler de tes différentes passions, ton attrait pour les médias, la culture urbaine. Avant de débuter, tu le sais, on aime bien avoir un petit CV de l'invité, on aime bien savoir d'où vient notre invité aujourd'hui, d'où vient H. Ok. Alors moi j'ai grandi dans les milieux populaires, donc je suis originaire de Vénissieux aux Minguettes à Lyon. Je suis issu d'une famille de 2 enfants avec des parents d'origine comorienne. Voilà, j'ai grandi dans un environnement très modeste où on va dire que l'ascenseur social était souvent en panne. À côté de ça, voilà, j'aime briser aussi toute la dramaturgie qu'on peut raconter sur les banlieues. Sur le côté un peu la Hesse qui peut exister en banlieue. Alors, elle existe, mais par rapport à d'autres qui vivent dans des environnements où ils subissent des bombardements. Moi, typiquement, ma jeunesse, elle a été joviale, heureuse et très sportive. Donc, oui, j'ai pas eu accès à un certain bien, un certain événements ou bien matériels ou culturels. Mais ouais, j'ai eu une enfance merveilleuse. Je suis pas à plaindre, mais vraiment pas à plaindre. Et donc voilà, j'ai grandi à Lyon. J'ai toujours été passionné par le sport, le cinéma et la musique. Et voilà. Donc lyonnais de base, l'arrivée à Paris, elle se fait quand? Parce que là on est dans les studios de Levallois. L'arrivée à Paris, elle se fait quand? Parce que l'agence aujourd'hui est basée à Paris, on est d'accord? Non, en fait l'agence elle est basée à Lyon. Vous êtes uniquement à Lyon, vous n'avez pas rien à Paris? Exactement. Okay. Donc c'est une de nos forces. Et une de nos singularités, c'est qu'on est basé à Lyon. Pourquoi on te voit tout le temps à Paris, en tout cas, on te voit tout le temps parce que moi j'ai noté Nike, j'ai noté des grosses collabs, et ces gens-là ils sont à Paris. Ouais, le jour où il y aura une décentralisation, tu me verras un peu moins à Paris. Tu sais qu'il y a, tu dois le savoir, mais je crois que c'est Puma qui est à Strasbourg. Ouais, Puma. Qui a son gros siège social à Exactement. Strasbourg. Parce que allemand, historiquement. Ouais. Adidas aussi l'a été. C'est des gens avec qui vous bossez? Puma, un peu moins, on est en contact avec eux, on bosse aussi avec eux, mais on va dire que historiquement, nos clients principaux chez les équipementiers sont Nike et Adidas, mais on travaille aussi avec Puma. Ok, donc jeunesse heureuse en banlieue lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe en termes d'études? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu vas? Il est comment le H de 19 ans qui est en fin de parcours lycée, collège-lycée? Qu'est-ce qu'il fait? Alors le H de 19 ans, il se pose plein de questions. Il se demande ce qu'il a envie de faire et surtout ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc post-bac, moi, voilà les études pour aller à la fac, etc. Les cours magistraux, c'était pas fait pour moi. Moi, j'avais besoin d'une carotte et je voulais m'orienter un peu plus sur des métiers liés au marketing et à la publicité sans forcément savoir ce que c'était. Donc tu voyais quoi du coup quand on un BTS, je voulais faire un BTS. Okay. Voilà, je voulais faire un BTS mais je voulais pas le faire en tradi. BTS comme action commerciale à l'époque. D'accord. Ouais, action commerciale, je voulais pas le faire en tradi parce que voilà, les cours en magistraux, ça me saoulait et j'avais entendu parler de l'alternance. Alors, je voulais faire de l'alternance et parmi les choix d'alternance, j'ai regardé un peu les types de BTS, il y avait des BTS force de vente et action co, il y avait une partie très marketing. Et je me suis dit, je vais plutôt opter pour ce type de BTS. Et j'ai choisi l'alternance parce que c'était pour moi une manière d'acquérir de l'expérience, mais surtout une indépendance financière pour que je puisse m'émanciper et pouvoir aider mes parents. C'est intéressant ce que tu me dis là. On va, comme tu as dit, on va pas être dans le larmoyant, mais effectivement, c'est déjà intéressant qu'à l'époque, tu es assez jeune, tu as tout de suite cette relation à l'argent qui est différente, en tout cas qui est singulière, où on se dit, OK, je dois déjà faire de l'argent. Alors que tu as des gens qui partent en études, qui font licence, master 1, master 2,
très bien pour eux, hein, mais qui n'ont jamais déboursé d'argent parce que les parents, etc. Exactement. C'est foncièrement assez rare en vrai, parce que pour avoir 0 € à dépenser quand t'es étudiant, c'est que tes parents, ils sont très bien. Normalement, t'as toujours un petit taf à côté, on a tous bossé un peu au McDo, enfin, Totalement. plus ou moins, tu vois. Donc, c'est quand même intéressant ta vision de dire directement, et c'est un peu malheureux aussi, enfin, c'est une force, et en même temps, c'est de dire, dès que je commence à faire mes études, et je dois travailler, réfléchir, faire mes devoirs, enfin, tout ce que ça amène, hein, faire des études, même en alternance, parce qu'il y a le côté pro, je dois avoir une rentrée d'argent. Totalement. Bah oui, c'est vrai, parce que bon, en fait, voilà, l'adage qui dit quand on veut, on peut, c'est pas tout à fait vrai. Faut d'abord pouvoir pour vouloir. C'est quand on peut, on doit plutôt. C'est que dès qu'on peut, il faut qu'on y aille. Voilà. Mais moi, je savais que à ce moment-là, pour faire des études supérieures et pouvoir aussi m'émanciper, aider mes parents financièrement, voilà, moi, je suis issu d'une génération et d'un milieu où c'est souvent les enfants qui, dès leur première fiche de paye, aident leurs parents, tu vois, et pas l'inverse. Et pour moi, c'était important, voilà, de pouvoir avoir une rentrée d'argent tout en réalisant des études. Et il y avait surtout cette volonté de pas assister à des cours magistraux parce que j'avais besoin d'une carotte et de me confronter au milieu de l'entreprise. Et pour moi, c'était plus réel, plus palpable. Et cette pression-là, on a l'impression que t'en as fait ton miel en vrai, parce qu'on voit le succès aujourd'hui de l'agence qui, on l'a dit au début, a des beaux annonceurs, hein, je vais les reciter, mais il y a Nike évidemment. T'avais aussi bossé pour beaucoup t'avais fait des OP dans le jeu vidéo, je me souviens. Bah toujours, on est toujours dans le jeu vidéo. Gros sujet, voilà, exactement. On travaille beaucoup avec Electronic Arts, eSport sur la partie FC25. Qui est quand même le jeu référent de foot, donc qui est quand même extrêmement intéressant. Bon, big up à PES quand même, je suis obligé d'en parler parce que ils ont été là avec nous pendant qu'on était jeunes. Même moi aujourd'hui, tu vois, je joue à FC avec les touches alternatives, ceux qui savent, tu vois. Exactement, ouais. Ça c'est la vraie guerre. Mais t'as tiré parti aussi de cette pression entre guillemets, parce que finalement aujourd'hui t'as une agence, t'es le boss de l'agence. C'est aussi un autre type de pression, c'est aussi une autre manière d'interagir avec les gens et de gérer le cash. Parce que et finalement, depuis le début, c'est ce que tu fais. On se rend compte que c'est ce que tu fais depuis le début, avoir ce besoin-là de gérer le cash pour leur distribuer aux parents, aux salariés, aux équipes, aux actionnaires. C'est une relation particulière que tu as avec l'argent aujourd'hui. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu parles d'argent? C'est important. C'est le nerf de la guerre. Mais je ne fais pas tout ça que pour l'argent. J'ai toujours été animé par cette volonté de rencontrer des gens. Et la relation avec l'argent, bah, je dirais que c'est... j'arrive à la dompter parce que je travaille et j'évolue dans des métiers passion et dans des secteurs d'activité qui me plaisent. Donc, si tu veux, tous les matins, je me lève pas pour un travail alimentaire. Donc, cette relation avec l'argent, elle est assez... c'est pas ma priorité principale. J'ai pu justement travailler en agence où là, c'était purement alimentaire, où je me levais le matin et c'était un peu contraignant d'aller bosser en agence, mais j'avais une fiche de paye, je devais payer mon loyer, mes crédits, etc. Aujourd'hui, depuis que j'ai créé l'agence, c'est pas ma vocation première. C'est effectivement, développer l'agence, la référence appelle la référence, de pouvoir avoir des beaux projets, d'accéder à des projets de plus en plus ambitieux, de pouvoir travailler avec des collaborateurs aussi avec lesquels j'ai envie de travailler, des collaborateurs aussi qui ont leur touche, leur notoriété, et forcément le cash appelle le cash, tu vois. Mais c'est pas ma vocation première. Moi, ma vocation première, comme on dit, c'est tout arracher. Je pars de rien. J'ai grandi dans un environnement et j'ai grandi avec la culture hip-hop où avec rien on se débrouille. Pas d'objection, beaucoup d'audace et de se dire je suis capable de le faire, j'en ai envie, pourquoi je le ferais pas? Et au bout, il y a des budgets, il y a des sujets intéressants, des projets intéressants, autant y aller et pourquoi j'y arriverais pas? Et je me suis toujours fixé cet objectif et gardé ce mindset en tête, c'est ils le font, pourquoi j'y arriverais pas? Et est-ce que ça met un peu plus de pression? Est-ce que c'est un peu plus frustrant, le côté ils le font, pourquoi moi j'y arriverais pas? Ou est-ce que c'est plutôt un moteur? Est-ce que il y a des fois où on doute parce que j'ai regardé la suite du parcours, mais une fois que t'es diplômé, tu cherches à aller côté annonceur.
ça fit pas tellement, tu cherches à aller en agence, tu t'y plais pas. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là où on se dit on a fait les études pour, j'ai mis le pied dans cet univers qui est le côté agence, l'annonceur ça l'a pas trop fait. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? T'as quel âge? Alors annonceur, c'est pas que ça l'a pas trop fait, en fait, c'est après mon école, donc j'ai fait un BTS, Ouais. ensuite j'ai fait une école de commerce. L'école de commerce où du coup j'ai vraiment mis le pied à l'étrier, où là je savais après post école de commerce que je voulais bosser chez l'annonceur. Quand j'étais en école de commerce, donc c'était purement du marketing. Donc moi ce qui me passionnait c'était la strat, les 4, 5P, etc. Mais la strat et de la création de contenu. Et je voulais absolument travailler chez des annonceurs pour lesquels j'étais passionné ou qui étaient mes propres centres d'intérêt. Donc après l'école de commerce, moi mon objectif c'était de finir brand manager chez Nike, Adidas, Coca, McDo, mais je voulais alors que j'avais des collègues de cours qui eux se sont orientés sur contrôleur de gestion, responsable achat, RH, mais moi ça me parlait pas du tout. Moi j'avais une vision, je suis un bousillé des pubs. Je suis de la génération 92, donc je me suis pris de plein fouet les JO de 92, la NBA, culture pub. Moi, j'étais picousé, marketing, pub. Donc, je me suis dit, je veux bosser chez l'annonceur. Donc, pour bosser chez l'annonceur, il faut venir sur Paris. Je suis venu sur Paris, j'ai bossé au début chez Micro Applications, mes 6 premiers mois. Et ensuite, j'ai rencontré, à cette période, en 2006, mon épouse. Je suis revenu à Lyon parce que je faisais beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Paris. Et j'avais un statut stagiaire à l'époque, donc financièrement, on revient toujours à la même chose. C'était pas viable. Je dépensais le peu de ce que j'avais dans les transports en commun et la SNCF. Et je suis revenu pour des raisons personnelles avec mes parents et mon épouse. Et la réalité, c'est qu'à Lyon, il y a très peu d'annonceurs pour lesquels j'avais envie de travailler. Donc, et même si j'étais un passionné de sport, tu vois, je me voyais pas forcément travailler pour l'Olympique Lyonnais. Passionné de jeux vidéo, j'avais pas forcément envie de travailler. EA à l'époque était basé à Lyon, mais je sentais que j'étais pas à ma place. Et donc une réalité concrète, c'était à Lyon, le domaine des agences de pub. Donc mon premier pied à l'étrier dans le monde des agences est venu de ce back to home, tu vois. Et donc j'ai bossé en agence, alors que j'ai toujours voulu bosser chez l'annonceur. Et donc j'ai bossé en agence et là pendant 3 à 4 ans, j'ai fait différentes agences et à chaque fois que j'avançais dans des agences, je me rendais compte que j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place ou ça me correspondait pas parce Pourquoi? que j'ai toujours été fasciné et je gardais en tête mes objectifs de vouloir travailler pour l'industrie du sport et de la culture. Et je bossais en agence sur des projets clients qui étaient à l'opposé de ce que j'aimais. Donc là, c'était purement alimentaire, tu vois. Donc mais je me levais, j'y allais, pas forcément satisfait de ce que j'ai réalisé. Et en plus de ça, quand je travaillais en agence, je travaillais beaucoup sur la partie plus web marketing, SEO, achat de mots-clés, gestion de projet, chef de projet. Alors que moi, ce que je voulais, c'était faire de la strat, réfléchir à tes activations. Et puis, au fur et à mesure où j'avançais dans des agences, l'organigramme du monde des agences me déplaisait. À savoir que tu as le client, un directeur de clientèle, un chef de projet, des gens qui font de la strat, tu amènes des idées, tu ne vends pas tes idées auprès du client, il y a une déperdition de l'information. En plus de ça, j'étais dans des agences où, à l'époque, faut se resituer en 2010, le monde des agences est souvent composé dans la masse salariale sur la partie com de gens qui viennent du BAT, du print. Donc, ils sont pas familiers avec le digital. Oui, c'est très codifié, voilà. c'est limitant aussi. Voilà. Et donc, moi, en parallèle de ça, j'avais mon appétence pour la partie média, culture urbaine. J'étais déjà très à l'aise avec l'approche des réseaux sociaux. Donc, à l'époque, MySpace, typiquement, tu vois. Et moi, j'avais cette volonté de proposer des choses un peu plus concrètes avec, je dirais, les 18-25 ans. Sans parler de la Gen Z, mais à l'époque, on parlait beaucoup de 18-25. Et je me sentais un peu comme un ovni où mes idées n'étaient pas comprises, où même moi, ma personne n'était pas comprise, parce que moi, je suis quelqu'un, c'est ce qui fait aussi ma force, et je pense auprès de mes équipes, c'est que je suis pas quelqu'un qui stresse. Je suis quelqu'un qui... je suis très, très pragmatique, tu vois. Ou tu le montres pas. C'est peut-être autre chose aussi.
Ou je le montre pas, mais Tu le ressens pas, parce qu'il y en a qui sont... Si, je le ressens. Il y en a qui sont vraiment, des fois, stressés, mais eux-mêmes le ressentent pas, sauf que ça, on le voit, enfin, ça agit sur le corps, mais ils l'ingurgitent, entre guillemets, assez bien. Donc, à terme, c'est pas viable, mais il y a un côté aussi parfois où tu penses que tu ne l'es pas. Si, tu l'es, c'est juste que tu arrives à le gérer, mais sur le long terme, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bah, tu perds des plumes. J'en ai perdu des plumes. Mais dans le monde des agences, souvent, on me percevait comme une personne nonchalante, alors que pas du tout. C'est juste que je vais pas me tuer à la tâche pour faire des heures sup si le job est fait. Et souvent en agence. Ah, mais oui, mais là, c'est là où tu te trompes, tu vois. En France, c'est là où. Voilà. C'est là où tu vas, ouais. Enfin, moi, je l'ai vu, hein, des personnes qui, 18h30, n'avaient plus rien à faire depuis 15h. Et qui s'inventaient une vie. Mais, alors que tu vas dans le modèle un peu plus anglo-saxon, même au Canada, j'ai des collègues qui travaillent au Canada. À 17h, t'es censé avoir fini. Si tu restes jusqu'à 18h30, ça veut dire que t'as pas fini ton travail, tu fais mal ton travail, donc, on se pose des questions, tu vois. Et donc voilà, j'avais un tempérament qui était assez différent, des envies qui étaient pas les mêmes que mes N+1. Et puis après, ma dernière expérience en agence a été catastrophique. Je venais aussi en même temps d'avoir ma fille en 2011. Ouais, et là j'en ai marre. Donc je me suis dit bon, on va arrêter de travailler en agence. Je vais aussi me remettre en question parce que je suis pas aussi, je jette pas non plus la pierre à. J'ai pas ce tempérament-là de dire c'est pas moi, c'est les autres. J'ai ma part de responsabilité. Quand ça fit pas, c'est les deux. Donc il y a le cadre évidemment, puis il y a aussi toi qui, ouais, ça te parle pas, c'est pas ton sujet, ce qui fait que oui, ça marche pas. Mais comment ça s'est passé? Parce que là, tu viens de me raconter aussi le fait que t'as eu ta fille. On se pose des questions parce que la boîte n'était pas encore lancée, a priori. C'est un petit challenge que tu te rajoutes. Oui. Disons que là on va parler de c'est typiquement un nouvel épisode dans le livre de la résilience, tu vois. Beaucoup parlent de résilience. Moi, j'ai envie de dire, elle m'accompagne tous les jours. Tous les jours, depuis que je suis petit, collège, lycée, BTS, école de commerce, sur des obstacles. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler en agence, donc j'ai eu ma fille. Donc jusqu'à présent, le monde de l'entrepreneuriat, j'y pensais pas. Même quand je faisais mes études, pour moi, c'était... C'est quelle année ça? C'est 2011. Ok, donc on rappelle aussi que 2011... il n'y a pas cet univers start-up, il n'y a pas cet univers entrepreneuriat, il n'y a pas tous ces podcasts, il n'y a pas qui veut être mon associé, il n'y a pas cet engouement qui va même devenir mainstream autour de l'entrepreneuriat et de lancer son business. Totalement. Donc c'est réservé à un certain type de profil, on est plus proche des TPE, PME dans le mood. Donc on parle pas de la même chose. Ça aussi qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que c'est pas le même contexte. Donc entreprendre aujourd'hui, je dis pas que c'est plus simple. Parce qu'il y a aussi d'autres enjeux, il y a moins d'argent aussi, on va pas se mentir, il y a des aides, mais dans le business global, aujourd'hui, il y a moins d'argent qui circule. Donc, c'est différent. C'est différent à l'époque. À l'époque, ouais, c'est totalement différent. Tu as pas aussi, comme tu le rappelais, aujourd'hui, t'as plein de avec l'essor des réseaux sociaux, Instagram et les podcasts, tu as du coup beaucoup de personnes qui vont parler de leur parcours, qui vont motiver différentes personnes issues de différents milieux pour se dire moi aussi je peux entreprendre, je peux y arriver, je peux y aller, je peux m'entourer. Moi à l'époque je connaissais strictement rien. Puis très peu de modèles aussi, parce que pour se projeter il y a ça qui marche, c'est les modèles. Et les modèles c'était des modèles américains, pas forcément des modèles pas mon voisin ou des gens avec qui j'ai grandi, ou peut-être un grand frère qui aurait pu me dire c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Donc j'ai ma fille, je me pose plein de questions, puis j'ai l'opportunité donc de créer Green Garden. Alors sans me dire que ça allait s'appeler Green Garden, mais voilà, j'ai une opportunité de créer l'agence. Ça veut dire quoi ça? L'opportunité, c'est un de mes associés qui à l'époque avec qui je faisais mon alternance me propose de créer l'agence parce que lui il avait des demandes dans le digital, on se connaissait, il savait que moi j'avais une vision assez jeune, mainstream et audacieuse dans le métier du digital. Il l'avait perçu en moi.
Et à ce moment-là, je me dis, ben, j'ai rien à perdre, en vrai. C'est le moment. Et il y a eu un déclic. Honnêtement, je dis pas que c'est genre la lumière est venue du ciel ou etc. Mais un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre. Puis ma femme aussi m'a encouragé là-dedans. Ça, c'est très très important, l'entourage. J'étais au pied du mur. J'avais donc plus d'emploi. J'étais arrivé à la fin de mes aides au niveau du chômage. Je venais d'avoir ma fille et je me suis dit, bon, eh ben, c'est le moment d'y aller, de pas se poser de questions. Et tout de suite, quand j'ai créé l'agence, je me suis dit, bon, on va revenir à mes objectifs de départ. Mon objectif de départ, c'est travailler chez l'annonceur sport. Mes appétences sont le cinéma, le jeu vidéo, la musique. J'ai pas été brand manager dans ces groupes. Je vais en faire mes clients. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais aller taper chez tous les équipementiers. Je vais aller taper à la porte de l'industrie du cinéma. Je vais aller taper à la porte des fédérations. La seule chose que je me suis interdit, c'est d'aller taper chez les maisons de disques au niveau du rap. Parce que je suis un passionné de rap. Mais pour la simple bonne raison, c'est que je savais qu'il n'y avait pas de cash. Oui, puis c'est spécifique à l'époque. Et puis, j'avais pas cette envie j'avais moi une vision du rap qui était déjà à l'époque, il y a 15-20 ans, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les maisons de disques, ben, tu as beaucoup de gens qui viennent de mes milieux, qui comprennent justement notre musique et qui sont familiers avec nos codes. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, je m'étais toujours dit travailler en maison de disques ou dans l'industrie du rap, ça m'intéressait pas. Je voulais conserver ma passion et pas être dénaturé. Donc, j'ai créé mon écosystème et mon réseau de clients from scratch. Qu'est-ce que tu racontes pour entrer dans le concret? Qu'est-ce que tu racontes à une fédération de foot? Je regarde à tes clients à date qui sont peut-être pas venus au début, mais qui aujourd'hui sont les tiens, Adidas, ASICS, Timberland. Qu'est-ce que tu leur dis lorsque tu es au début de la boîte? Vous êtes 2, peut-être 3 avec des stagiaires autres. Qu'est-ce que tu viens dire à ces gens qui, eux, disons-nous la vérité aussi, ils sont habitués à des grosses agences, que gros annonceurs égale, en tout cas à l'époque, gros annonceur égale grosse agence. Qu'est-ce que tu viens leur dire? Coucou, H, on a des bonnes idées, on peut activer. Alors, j'ai envie de te dire la bonne compréhension du client et du conso. À la base, donc moi, j'insiste aussi là-dessus, c'est sur le côté passion. Je suis un consommateur aussi de tous ces marchés-là. Donc, pour donner une anecdote, typiquement, au cas concret, c'est Nike. Nike. C'était quand? 6 mois après la création de Green Garden. En 2012. Donc, j'ai eu ma fille gros client. 2011, j'ai eu ma fille. 2012, Green Garden. 6 mois, donc j'établis un peu une sorte de business plan, puis un peu le type de contact que je me fais ma petite fiche contact et ma petite base de données. Et je contacte Nike, Adidas à l'époque. Et tout de suite, il m'accepte un rendez-vous. Après, j'ai aussi cette... j'ai envie de parler de chance, mais la chance, faut la provoquer. Et je suis quelqu'un qui se pose pas de questions. Tu vois, j'ai beaucoup de culot en moi. Je me dis, j'ai rien à perdre. Donc, je contacte Nike, je fais un rendez-vous avec eux. Et en fait, je présente la volonté de Green Garden et surtout la compréhension du marché du football chez Nike en France et en Europe. Et à l'époque, on bosse. Donc, je les avais rencontrés en leur disant, voilà, on est une agence, on fait de la créa. On se positionnait pas forcément, on se positionnait plus comme un studio de créatifs qu'une agence qui faisait de la strat à l'époque. Et moi, ma volonté, c'était déjà à l'époque de faire des shootings, de la création de contenu, photos, vidéos, parce que j'avais autour de moi des gens qui réalisaient de la vidéo et de la photo. Donc, je les rencontre, on parle de l'agence, mais surtout je leur parle des consos, de la perception que les consos des milieux populaires, parce que aussi c'était un target qui était important pour les équipementiers, la perception que ces populations ont sur les crampons, sur les baskets et le training wear dans le foot. Et les personnes, j'ai la chance d'avoir eu en face de moi des personnes qui étaient du coup plus en adéquation avec mes centres d'intérêt, beaucoup plus jeunes aussi, et on parlait le même langage. Ils voyaient en moi une personne qui comprenait les enjeux de la marque et les nouveaux enjeux des 5 prochaines années. Et alors que j'avais pas forcément de portfolio, ils ont cru en moi.
Donc, on fait le rendez-vous. Ensuite, je fais un rendez-vous chez Adidas aussi. Et 2 semaines après mes rendez-vous, Nike qui m'appelle et qui me dit, bah écoute, on a beaucoup aimé ton approche. Un peu comme un entretien en fait. On a beaucoup aimé ton approche. On a envie de croire en toi. On a un projet sur le lancement de la Hypervenom. Et au même moment où ils m'en parlent, je leur dis, ah oui, j'en ai entendu parler. En plus, le key face va être Neymar qui vient de signer à Barcelone. Ils m'ont dit, mais comment tu sais ça? Je dis, bah, je suis un passionné de foot. Je sais que Neymar, il arrive à Barcelone. Barcelone, c'est un club triple A chez Nike. Donc forcément, le key face, ça va être Neymar. Et donc ça a rajouté encore plus de confiance en eux. Et ils m'ont confié du coup une campagne qui était la création d'une page produit et qui nous a permis, nous, Green Garden, de nous lancer dans cette expertise et cette singularité versus d'autres agences où on arrivait déjà avec un savoir-faire et un métier que d'autres agences ne faisaient pas, à savoir créer des pages produits pour l'industrie du sport et précisément sur la partie verticale football. Sur donc des pages produits, c'est pour te résumer un peu le type de format. En gros, aujourd'hui, quand tu te balades aux Galeries Lafayette, tu as des corners de marque avec une théâtralisation, une approche et un branding très spécifique où tu peux différencier les marques. Et nous, avec Nike, on a réfléchi autour de comment on peut aussi avoir cette personnalisation sur des sites e-com en ligne. Et donc, on a travaillé dans ce sens-là, on a fait ces pages-là, et ça a été game changer, j'ai envie de dire, pour l'industrie des équipementiers, parce qu'après, on a été contacté par quasiment tous les équipementiers qui avaient vu justement nos réalisations pour Nike. Et quand tu arrives dans ton CV, avec un premier projet Nike, c'est quand même assez costaud. Moi, je réalisais un rêve de gosse parce que passionné des pubs à l'époque avec Ronaldinho, les pubs de foot. C'est celle où ils sont sur le terrain en sable, tu te souviens là où ils appellent tous les joueurs exactement. Plus la NBA. Moi, je réalisais un rêve. Donc, tu vois là et du coup là, c'était du coup ça. J'entrais dans le multiverse. Et là, ça devenait intéressant. Combien vous êtes aujourd'hui à l'agence? Aujourd'hui, on est une dizaine. Comment on passe là, on a compris le côté switch, entre guillemets, de OK, je prends un peu les manettes, ou en tout cas, j'y vais à fond. Tu as dit que la chance, ça se provoque. Je suis assez, même très d'accord avec ça. C'est-à-dire que en fait, si tu n'écris pas, tu auras un non, quoi qu'il arrive. Et on vient chercher un oui, etc. Et je trouve que ça se provoque. En tout cas, tu nous le prouves aussi aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir comment on structure. Parce que là, il y a le côté vraiment, on y va, on charbonne, on rencontre les gens, on leur fait comprendre qu'on a envie, on leur prouve des choses, ça match 1 fois, 2 fois, 3 fois. Très bien. Comment on structure ensuite? Comment on transforme l'essai? Comment on arrive avec une boîte qui tourne? Et comment on ne fait pas que des coups, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup, surtout aujourd'hui, où on monte plus facilement une boîte qu'il y a 10 ans, ça marche un peu par les coups. Et qu'aujourd'hui, comment on fait en sorte d'avoir quelque chose de pérenne, une structure qui tient la route? Parce que moi aussi, je te suis sur LinkedIn, c'est comme ça qu'on s'est parlé. Yes. J'ai vu beaucoup d'actifs que vous faisiez et avec des clients assez fat. Et moi, je connaissais les agences qui historiquement bossaient avec ces annonceurs-là et qui étaient des grosses agences, tu vois. Donc, quand j'ai vu que c'était toi qui étais derrière, je me suis dit, mais c'est pareil, ils sont 40 chez Green Garden, ça tourne et tout. Donc, comment on fait ce boulot-là? Comment on s'entoure et comment on effectue ce switch de je passe à des bonnes idées, je suis opportuniste, je prouve que j'ai de la passion et je connais mon sujet, à OK, c'est pérenne, ça tient la route, c'est cadré et je me projette sur un business à plus long terme. Bah écoute, je vais faire un peu une analogie avec le football. J'ai toujours, moi, en fait, avancé dans ma structuration comme une équipe de foot. À savoir, je suis un coach, je veux gagner la Ligue des Champions. Pour gagner cette Ligue des Champions, j'ai besoin d'avoir les bons joueurs au bon poste. J'ai besoin d'un ailier, d'un numéro 6. Il faut que j'ai la personne qui est capable de jouer à ce poste et je vais pas recruter une personne ou travailler avec une personne. Je vais pas prendre un gardien qui va jouer numéro 6. Et donc, dès le départ des Green Garden, j'ai voulu m'entourer de créatifs. Et c'est très important, c'est que chez Green Garden, nous sommes que des créatifs à tous les postes. Et je voulais m'entourer de personnes qui connaissaient très bien leur domaine d'intervention et des experts. Même si dans le mot expert, pour moi, un expert, c'est pas forcément quelqu'un qui a travaillé depuis 10 ans et qui est légitime parce qu'il a travaillé pendant 10 ans. C'est plus un passionné, à la limite. Exactement. Et j'ai toujours recruté que des gens qui étaient ultra passionnés
par leur métier ou ce qu'ils avaient envie de faire, plus qu'un marché. Forcément, j'essaie de recruter des personnes qui ont une appétence pour le sport et la culture, mais j'ai même des gens qui sont pas forcément passionnés par le foot, mais qui sont passionnés par ce que les consos voudraient voir comme terme de contenu avec des sportifs. Et donc, dès le départ, voilà, j'ai travaillé avec des créatifs, des vidéastes, des graphistes, des photographes. Et surtout, je me suis structuré en m'entourant de personnes importantes dans ma vie. Donc, par exemple, Jérôme Latif, qui est mon associé directeur de création, qui est un ami d'enfance. Mais rien nous prédestinait à l'époque à travailler ensemble. On habitait à l'époque au Minguette dans le même bâtiment, mais jamais on s'était dit qu'un jour on travaillera ensemble. Je reviendrai un peu plus tard sur notre rencontre. Et je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'avoir une agence. Je veux rester une agence indépendante à taille humaine. Et justement, comme je venais du milieu des agences et que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'emplois fictifs dans certaines agences. Et pas que au Parlement. Voilà, je voulais, moi, avoir des gens performants à leur poste et qui puissent être aussi en contact avec les clients. Nous, on a une particularité, c'est qu'on travaille, on est une agence, on est structuré, mais on a toujours travaillé comme un studio, en circuit très court où tout le monde est plus ou moins chef de projet. J'ai des vidéastes qui sont en contact avec les clients et justement pour éviter cette déperdition de l'information. Typiquement, on a nos clients, quand on a des sujets sur de la création de contenu, on a des gens qui font de la stratégie, des activations, et sont intégrés dans ce processus aussi nos créatifs, nos vidéastes, nos graphistes, etc. Est-ce que vous les formez aussi un petit peu ou pas? Ouais. Parce qu'on va se dire les choses. Un vidéaste, il est de formation et pas forcément, je vais pas dire habilité, mais les compétences à être dans la relation client, le tone of voice, l'accompagnement. C'est un vidéaste, donc il charbonne. Si en plus c'est un bourrin qu'il est bon, bah il s'enferme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu l'accompagnes aussi dans ce... Oui et non. Oui et non, dans le sens où tu le recrutes déjà un peu formé là-dessus. Pas forcément. Moi, je suis aussi quelqu'un qui est toujours pressé dans le domaine du foot. T'as des gens qui sont bons dans des domaines, qui ont des soft skills et des hard skills. Quelqu'un qui est compétent, qui est milieu défensif, s'il est ultra compétent en milieu défensif et que tu le mets en ailier et qu'il va pas être bon en ailier ou tu vas le mettre en neuf, typiquement le cas Mbappé, qui est très bon en 7, en 9, il peut avoir pas des difficultés, mais qui est moins performant, et tout de suite, on va dire, il est nul. Non, il est pas nul, c'est que son meilleur poste, c'est le poste 7. Et donc, je fais en sorte, idem, avec mes talents, parce que je parle de talents pour mes collaborateurs. Je recrute un vidéaste qui est super bon en vidéo, qui est hyper à l'aise avec les vidéos, qui est hyper à l'aise sur place avec les talents, les prestats et le client en physique, mais qui est moins à l'aise sur de la gestion de projet. Je vais l'accompagner, mais s'il est pas hyper performant là-dessus, je vais pas m'enraciner sur cette volonté de me dire faut que tu sois aussi chef de projet. T'es pas forcément bon là-dessus. Moi, je capitalise sur il faut exceller dans ce qu'on est bon et travailler ses atouts. Et ensuite, si on a des points d'amélioration, il faut les travailler, mais c'est pas la priorité. Et on a des gens qui sont qui font de la stratégie et qui font très bien la relation client. Et on les amène après justement les vidéastes qui sont moins à l'aise là-dedans. Ils sont intégrés dans des bouts de mail. On fait des calls avec eux et petit à petit, sur un projet, 2 projets, 3 projets, sur 6 mois, 1 an, ils sont à l'aise et après ils peuvent chapeauter et être en direct avec des clients. Et j'ai fait de l'alternance et je suis un grand partisan de l'alternance. Donc, depuis la création de Green Garden, j'ai toujours pris des alternants et des alternants efficients, efficaces et comme je leur dis, moi je recrute pour avoir des gens qui vont jouer sur le terrain. Je recrute pas des sparring partners ou des gens qui vont ramasser les ballons ou ramener des gourdes. Là, typiquement, on a une alternante, Romane, qui vient d'arriver, qui fait de la DA et de la photo. Elle a shooté Gretzky et Yoro la semaine dernière, du PSG. Hier, elle a shooté un artiste. Tout de suite, elle est sur des gros projets. Je lui donne sa chance parce que je sais qu'elle en est capable. Et pour elle, c'est motivant, gratifiant parce que moi, je suis passé par là. Quand j'ai fait mon alternance en école de commerce, j'étais chef de projet. Je constituais une base de données pour aller démarcher aussi des clients. J'avais déjà aussi cette casquette newbies. Je démarchais pas des potentiels clients prospects et ensuite c'était le directeur de l'agence qui allait faire les rendez-vous. Je faisais les rendez-vous. Donc ça me motivait. Je m'impliquais d'autant plus et j'aime du coup partager ça avec mes équipes, de les impliquer parce que quand on est impliqué, forcément c'est gratifiant plutôt que de se dire ah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'en tire pas forcément la couverture ou les lauriers parce qu'on a tous un peu d'ego et d'estime de soi et quand tu es dans la pub et la création de contenu, tu es content de dire j'ai fait ça. Et donc c'est ce que j'essaye un peu de transmettre à mes équipes et je me structure de cette façon-là
en interne, mais aussi en externe. Et forcément, aujourd'hui, tu vois, on fait partie de ces grosses agences en France, même en étant basé à Lyon, où aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appels entrants de collaborateurs, de créatifs qui veulent travailler avec nous, tu vois. Donc c'est gratifiant. S'entourer, c'est le cœur du sujet. La base. Pour structurer. Pour tout, hein, même pour l'entrepreneuriat, s'entourer des bonnes personnes, donc créatifs, mais aussi de conseils juridiques et comptables. Ouais, bien sûr. Très, très important. Comment on continue à garder une dynamique, parce qu'on voit très bien que c'est des cycles aussi, oui. Que ce soit macro, micro, sur la boîte en tant que telle, sa dynamique, sa volonté propre, c'est les gens qui sont dedans, et aussi d'un point de vue macro, c'est aussi dans une économie, avec un marché et des concurrents. Comment on garde le rythme, comment on garde cet état d'esprit et le vent en poupe, parce qu'on sait que parfois il y a, les budgets, quand tu as un gros budget qui sort et qui va ailleurs, ça peut aussi un peu impacter la boîte. Totalement. Donc comment on garde ce rythme, sachant que on le sait, je le sens, je le vois, il y a quand même toujours le moteur qui est la passion. Oui. C'est le gasoil, on le voit, et tu sais ce que tu nous dis depuis le début. Donc ça, a priori, il y a peu de chances que ça change. Le côté passion, on va toujours kiffer ce qu'on fait, chez vous en tout cas. Par contre, comme j'ai dit, il y a des acteurs extérieurs au business. Comment on se bat dans ce marché-là, sachant qu'il y a des gros acteurs en face de vous. Il y a aussi plein de petits qui arrivent. Totalement, plein de nouveaux entrants. J'ouvre une autre parenthèse, mais le sujet de la culture urbaine, etc., on le voit que c'est, pour certains types d'annonceurs, on le dit clairement, c'est de l'opportunisme. On le voit que des fois, c'est mal foutu. On le voit que des fois, c'est un peu bancal et c'est faussement friendly, c'est faussement inclusif, c'est faussement malin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment vous faites la différence sur un marché où des gens vont sur le même secteur que vous, avec peut-être plus de force de frappe, parce que plus de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Comment on garde cette dynamique? J'ai envie de te dire, c'est l'anticipation. L'anticipation, se remettre en question, analyser continuellement. Et quand je dis analyser, c'est aussi bien quanti qu'ali, mais de pas être obtus, de pas mourir avec ses convictions, tu vois. Nous, quand on a créé l'agence au départ, même le modèle agence média, il y a 15 ans, moi, quand j'ai créé Green Garden et Petit Délire, je me suis pas posé la question en mode on crée une agence, on crée un média. Tu peux nous expliquer Petit Délire pour ceux qui découvrent? Ouais, alors Petit Délire, donc c'est purement passion. Donc 2012, je crée Green Garden, 2011, je crée Petit Délire. Petit Délire, ça part d'un postulat de... Moi, je suis un bousillé de rap, la culture hip-hop. Je regarde beaucoup de contenu d'interviews d'émissions américaines. Yo MTV Rap, j'ai grandi avec ça. J'évolue aussi dans le rap. J'ai un network rap plus étoffé que mon network à la base prospect client. Donc j'ai, on va dire, un capital culturel, social dans le rap qui est très fort versus Green Garden. Donc je me dis, je vais créer un média, mais sans me dire que c'est un média où je vais faire des interviews des artistes de manière complètement décalée. Donc déjà à la base, en 2010 versus d'autres médias qui faisaient des interviews très 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 spécifiques sur les artistes, nous on arrivait avec le prisme du divertissement et de l'infotainment, qui est aujourd'hui la référence, mais c'est devenu un peu le socle commun de tous. Donc je crée le média et en même temps je crée le média, ensuite je crée Green Garden, et le média en fait me permet justement, quand on parlait de singularité, c'est que le média c'est un peu notre matière à nous, tu vois, c'est notre centre d'entraînement où je rencontre tous les artistes, où je suis en contact avec tous les créateurs de contenu. Donc je me crée mon propre réseau d'influence, mais je n'ai jamais voulu m'identifier comme une agence d'influence. Ouais, je voulais pas parce que je connaissais un peu ce game, ça m'intéressait pas, et je voulais moi focaliser plus sur Green Garden. Mais du coup, le fait d'avoir ce network, ça m'a permis d'intégrer du coup des contacts facilement dans des activations, des OP qu'on a fait avec Green Garden. Et donc je crée le média agence, et puis rapidement on intègre le média comme une des activités de l'agence. Et aujourd'hui, en 2024, tu as beaucoup de médias qui créent leur agence. Pour des raisons de marque blanche, aussi de modèle économique, alors que nous, le média, c'est une activité de l'agence. Donc, si tu veux, déjà, en étant une activité de l'agence, j'ai pas de problématique de rentabilité, de me dire que faut absolument que le média... Les deux sont liés au final. Voilà. Puis on le voit, il y a beaucoup d'agences qui aujourd'hui veulent aussi faire du média, parce que comme tu le dis, elles savent que ça attire et que en faisant venir les gens en interview ou autre, elles peuvent ensuite les avoir dans leur contact pour faire du biz. Et à l'inverse aussi, les médias ont des agences. Nous, on a une entité créative à la maison. Views, ils ont quelque chose, Combini aussi, Totalement. le bonbon aussi. Donc, de base,
Vous aviez déjà un petit temps d'avance, on va dire. Ouais, mais et sans me poser cette question. Hein. Ouais, mais c'est ça, de manière organique, quoi, de manière exactement. native. J'ai envie de dire que j'étais, même si je le mets entre guillemets, visionnaire, mais c'était pas, les gars, vous allez voir dans 10 ans, ils vont faire ça. Pour moi, c'était c'est logique pour moi, je lance ça. C'était logique, organique, et ça nous permettait de pouvoir avancer et de mener plusieurs sujets en même temps. Cette volonté aussi de toujours se démarquer par rapport aux autres, c'est quand on arrivait, tu vois, quand tu parlais de comment on arrive à mener de front des nouvelles tendances, des nouveaux entrants. On arrivait avec Green Garden au début, donc on faisait beaucoup de pages produits, mais dans le jeu vidéo et le cinéma, on faisait beaucoup de displays. Tu vois, à l'époque de l'HTML, le Flash. Ouais. Tapez sur Google ou ChatGPT des bannières Flash et vous aurez des informations. L'arrivée du pré-roll sur YouTube aussi. Voilà, exactement. Et nous, à l'époque, on faisait beaucoup de campagnes display pour l'industrie du cinéma. Donc, on a beaucoup travaillé avec Warner, Paramount. On recevait des fichiers Excel avec, il faut produire tous ces formats-là pour telle régie, etc. Il faut livrer à telle date. Ensuite, les nouvelles tendances. Le Flash, c'est fini. Google n'en veut plus. Ça va être beaucoup les vidéos. Donc, on avait déjà avec Green Petit Délire, comme on avait cette maîtrise de faire des contenus vidéo, on était à l'aise pour faire des contenus vidéo. Donc, dans le jeu vidéo, on a tout de suite aussi fait des OP pour de la création de contenu avec EA, justement, sur des vidéos avec des joueurs et des clubs, parce qu'on avait cette expertise de vidéo assez quali YouTube Game avec Petit Délire, qui nous a permis justement d'utiliser cette expertise, de se dire, on va faire la même chose dans le jeu vidéo, il y a personne qui le fait. Faisons-le, on l'a fait. Dans l'industrie du cinéma, on a arrêté les bannières Flash, il commençait à avoir tout ce qui était junket, presse, médias, et là, l'essor des influenceurs, d'être invités sur des AVP, RP de soirée. Et moi, j'ai pas voulu me positionner là-dessus parce que c'était chronophage. Ça m'intéressait pas. Et puis, contacter des talents pour leur demander de venir à des AVP sans OP, sans PO. Je vais, moi, gaspiller de l'oxygène. Et c'est pas la relation. Souvent, donc tu viens, c'est gratuit. Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir cette relation-là. Il y en a qui le font très, très bien. D'ailleurs, un gros SO à Gisèle, qui bosse chez Allociné Webedia, que je connais depuis très très longtemps. Gisèle, si nous regarde. Un gros SO qui le fait très très bien. Gisèle comment Chayem, je veux pas écorcher son nom. Si j'ai écorché ton nom, Gisèle, j'en suis désolé. Mais elle a sur grave dans ce domaine-là, elle le fait très bien. Et c'est son couloir. Moi, je reste dans mon couloir. Chacun évolue dans des domaines. Et donc voilà, le fait d'anticiper. Puis, je me suis toujours dit aussi, c'est bien de voir ce que font les autres, tu vois. Je suis pas, moi, je vois pas d'un mauvais œil la concurrence directe ou indirecte. Et j'ai envie de te dire, de manière générale, j'ai des très bons rapports avec des concurrents. Mais c'est surtout, en vérité, t'es du bon côté de la barrière, entre guillemets. C'est souvent l'inverse. C'est souvent les plus gros qui se disent, en fait, là, H, il est en train de, il est un peu relou. Il a des bonnes idées. Ils s'organisent bien parce qu'ils sont pas 1000, donc ils ont pas forcément beaucoup de coûts fixes comme nous on peut avoir. Ils sont sur les mêmes OP que nous et ils prennent nos clients. C'est plus dans cette logique-là parce que tu sais, quand t'es plus petit, t'es tout le temps challenger, même quand t'es référent parce que t'es techniquement meilleur. Tu restes challenger. Et c'est une posture qui est assez difficile parce que, à la fois, elle est cool parce que t'es plus agile, t'arrives, t'es plus frais et t'es un peu plus considéré aussi en tant que nouveau. Et en même temps, parfois, t'es moins considéré. On se dit, ouais, c'est encore un peu petit. Nous, on est un peu sécu avec notre agence qui est fat. Donc, tu m'as dit, pour continuer à batailler, ne pas être rigide dans ses idées, continuer à réfléchir, à évoluer, à s'adapter. Tu as dit la relation avec le média que vous aviez, la capacité à produire. Donc, adaptabilité, pas être forcément en réaction, et être peut-être aussi en proactivité. Ça, c'est intéressant. Et la proactivité, on l'a toujours été. Je rebondis du coup là-dessus parce que, juste pour te donner une idée, nous, quand j'ai créé Green Garden, pas de portfolio, on avait des idées créatives. À l'époque de l'industrie du cinéma, justement, j'ai voulu bosser avec des Warner, etc. On a été, nous, pendant longtemps, à envoyer des push clients sur des projets. Typiquement, à l'époque, sur Warner, quand je les avais démarchés, c'était l'essor des habillages déstructurants. Je sais pas si tu te rappelles. T'arrivais sur un site Allociné, pardon, et soit en auto-play où tu cliquais sur la bannière, la page se déstructurait. Ouais, je me souviens. Et on en avait vu un ou deux. C'était le fake out of home de l'époque. Exactement. Et j'en avais vu un, et je m'étais dit, Warner, ça sert. Et c'est aussi c'était ma manière de démarcher aussi des clients, c'est de leur proposer des idées, pas d'arriver en mode salut, vous faites ça, on fait ça, mais plutôt vous sortez ça, voilà ce qu'on aimerait faire avec vous.
Donc on avait envoyé, c'était pour le film Pacific Rim. Je savais que le film était déjà sortait du moins la semaine suivante. Et en général, des campagnes, il faut les contacter 2 mois, 3 mois en amont. C'est pas grave. Moi, mon objectif, c'était de susciter de l'intérêt. Et ils ont vu ce qu'on a réalisé, un habillage déstructurant pour Pacific Rim. Et ils se sont dit, créativement, c'est cool. Et ensuite, ils m'ont briefé sur des sorties de films lors de mon premier, deuxième rendez-vous, tu vois. Et donc, ça répond à cette volonté d'anticiper, d'être pro-réactif et de toujours proposer quelque chose, tu vois. Et même sur la partie média Petit Délire ou Green Garden, j'ai des idées de format ou des idées de contenu. Je contacte des clients actuels et je leur propose des choses, tu vois. Et mais parce que aussi j'ai cette vision très conso, très target, très audience, mes viewers sur la partie YouTube. Ouais, c'est un petit laboratoire aussi, le côté média. C'est-à-dire, tu as en tête les usages, les habitudes de consommation, le temps de lecture, le hook. Enfin, c'est un petit laboratoire pour toi aussi côté agence. Si on prend un peu de hauteur, H, avec notre discussion, tu m'as parlé d'une rencontre importante. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Quelle est la personne qui, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais qui t'a le plus marqué? Tu as un petit peu débuté, tu as un peu commencé à l'évoquer. Est-ce que tu peux nous dire? J'en ai eu plusieurs. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort. Et j'ai envie de dire de ma zone tout court. Dont Jérôme, c'est le destin. Ça fait partie aussi le destin est une notion très importante dans mon parcours. Jérôme, on a grandi ensemble au Minguettes. On a 5 ans d'écart. On habitait le même bâtiment. Donc, moi, quand j'étais au collège, fin de collège, il arrive au lycée. Donc, à l'époque, c'est beaucoup. Tu sais, quand t'as 5 ans d'écart, aujourd'hui, en tant qu'adulte, 5 ans d'écart, c'est rien. Mais à l'époque, on n'a pas du tout les mêmes, on a les mêmes centres d'intérêt, mais pas les mêmes préoccupations. Donc, on avait un dénominateur commun qui était le hip-hop. Donc, lui, il était dans le graphe et moi, le rap. Donc, on a toujours été passionné dans cet univers et le basket. Et puis ensuite, lui, il a déménagé. On s'est perdu de vue. Donc, fin de collège et on s'est rencontrés par hasard en 2004 à Lyon. Donc, des années plus tard, alors qu'on s'était perdu de vue. On s'est croisés et qu'est-ce que tu deviens? Moi, je suis là. Je fais mes études. Moi, je travaille là. Je bosse en agence. On a repris contact, donc 2004-2006. Puis, on est resté proches, lui, sa famille, ses enfants, puis en avançant moi dans mon parcours de jeune adulte. Et puis, quand j'ai créé Green Garden, lui, il bossait déjà en agence. Et mon premier projet avec Nike, je l'ai fait avec Jérôme, parce que je savais que lui, il avait une grosse appétence pour Nike, et lui, pour le coup, il avait dans les veines, il y avait du Nike plein les veines. Donc je lui ai proposé un projet pour bosser avec moi en tant que freelance et il me dit c'est pour quand? Je lui dis en gros j'ai fait le client, c'est pour hier. Il a bossé le projet, one shot, on l'a envoyé au client, ça a été validé à l'instant T. Et après c'était le début d'une belle aventure où je lui dis voilà, si tu veux bosser en freelance avec moi, j'ai plein de projets. Après, ensuite, il est venu à l'agence en tant que free. Et là, c'est quoi son... il est associé. Il est associé avec toi? Il est sur quelle partie? Lui, il est sur le directeur de création. Okay. Donc, et ensuite, on a installé, il a adhéré, moi, ma vision entrepreneuriale et ma gestion des talents et de l'entreprise, ma vision. J'apportais aussi beaucoup de sérénité dans ma relation avec les clients, ma proximité aussi avec les clients qu'il partageait. Et ensuite, depuis il est arrivé 2015, au bout de 6 mois, on est devenu associé. Et depuis, on mène la barque aujourd'hui à 2, ensemble, sur notre positionnement, sur ce qu'on a envie de faire. Et il fait clairement partie dans l'esprit de nos clients comme un référent, tu vois. Alors qu'au début, quand j'ai créé l'agence, pendant longtemps, c'était aussi un de mes combats, c'est que je voulais pas non plus que les clients se disent, comme on est aussi une entreprise, une petite entreprise en termes de collaborateurs, c'est tout passe par H. Oui. Et c'est H la tête de gondole. Et s'il est pas là, c'est que c'est pas un projet important. Exactement. Donc, il y a ça exactement. Aussi, Et j'ai réussi justement à aussi me structurer avec Jérôme, mais avec d'autres. Tu vois, il y a Raphaël qui est un élément hyper important à l'agence, Belleville, Étienne, Célia aussi en DA, qui chacun occupe des postes clés à l'agence et qui sont devenus chacun des référents auprès de mes clients. Il y a des sujets sur lesquels moi je ne figure pas, il y a des briefs
C'est pas forcément moi qui reçois certains briefs, c'est eux qui les reçoivent. Et après, moi, je rentre dans la boucle sur certains domaines. Et donc, voilà, Jérôme, très important. Mais jamais, tu vois, dès le départ, je m'étais jamais dit, je vais monter une boîte. Déjà, je m'étais jamais dit, je vais monter une boîte. De deux, je vais jamais monter une boîte avec un ami d'enfance. Et c'est important aussi de le dire, l'entrepreneuriat avec des amis d'enfance, ça peut être casse-gueule aussi. Et pourquoi ça marche entre Jérôme et moi, c'est qu'on a toujours eu cette barrière, cette distance de vie perso, vie pro. On part pas en week-end ensemble, on part pas en vacances ensemble, on est très proches. On connaît nos familles respectives, on est intimement liés, mais chacun a son couloir, sa distance, chacun sait ce qu'il doit faire. On a beaucoup de respect l'un envers l'autre parce qu'on apprécie la valeur humaine de chacun. Et puis, ce qui nous rassemble aussi, c'est que tous les deux, on est des bouts en train, tu vois, et bout en train, j'aime bien j'aime bien ce mot, ça me va très bien. Ouais, bon, en fait, si tu veux, depuis tout petit, moi, j'ai toujours un peu cette tagline de je suis un gars sérieux qui se prend pas au sérieux. Faut se marrer aussi quand même. Et nous, si tu veux, on est connus pour ça aussi, de chez nos clients. C'est ce qui a fait aussi beaucoup cette singularité aussi, et on est connus pour ça, c'est que moi, il y a 5-6 ans, j'ai tout de suite été proche de mes clients sur Insta. Alors qu'il y a 10-15 ans, tes clients, t'étais que sur LinkedIn. Moi, tout de suite, parce que justement, en face de moi, il y avait aussi le fait qu'on avait des clients qui étaient beaucoup plus jeunes ou en phase entre des gens contre 25, 35. Alors que quand moi, j'ai commencé au milieu des agences, j'avais que des quadras et des quinquas. Donc, va parler avec eux sur déjà LinkedIn, ils vont te répondre sur Facebook et sur Insta. Et nous, on aime rigoler. Et c'est primordial, tu sais que ça va être le teaser de l'épisode, ça. Nous, on aime rigoler, ça va, tu vois, moi, ça me régale. C'est ce que je dis à mes enfants, tu vois, mon fils, là, avant de partir, je lui dis, amuse-toi. Mes enfants, ils font du sport ou des activités, première notion, prenez du plaisir, amusez-vous. Et à mes équipes, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu penses, je rebondis là-dessus, après j'aurais une question sur la définition d'entreprendre pour toi, mais on dit beaucoup, il y a certaines personnes qui passent aujourd'hui, enfin qui sont passées sur ce podcast, qui nous disent que parfois la formule magique, c'est d'être passionné, de trouver sa voie, et ensuite tu n'auras pas la pression de bosser, tu vas charbonner, ça va dérouler. A priori, c'est ce en quoi tu crois. Comment on transmet ça? Parce que une fois qu'on a trouvé, en vrai, ça va. Enfin, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu la chance, pareil, de kiffer un peu ce que j'ai fait dans mes études tout de suite, et ça a déroulé. Il y en a qui galèrent. Quand tu vois les conseillers d'orientation, l'enfer que c'est, ils te voient au début de l'année, tu veux faire quoi? On sait pas. Ils te voient à la fin de l'année, tu veux faire quoi? T'es nul en maths, tu vas en L. T'es nul en lettres, en histoire, tu vas en STG. Enfin, tu vois, ils te font. Et au final, on met des STG qui veut plus rien dire parce que paradoxalement, c'est très technique. Donc, il y en a qui réussissent mieux en business. Enfin, et donc, comment on transmet cette vision de dire, en fait, non, il faut que tu trouves ce qui te fait kiffer, ta passion, pour ensuite mettre de l'énergie, parce que quoi qu'il arrive, on va pas se mentir, c'est le charbon qui va parler, c'est le taf que tu vas fournir. Donc autant le faire dans quelque chose que tu kiffes, parce que sinon tu vas passer des journées un peu dures. Donc comment tu transmets, à ton fils, à tes enfants, mais aussi peut-être aux gens de l'équipe ou aux gens que tu rencontres, parce que j'imagine que tu fais aussi beaucoup de prise de parole, j'imagine que tu es proche aussi d'un certain type d'association, je vois que tu fais beaucoup de choses sur LinkedIn, etc. Comment tu transmets ça? Comment tu leur dis, vous devez trouver votre passion, sachant que c'est pas facile? Je me dis toujours, demain, tout peut s'arrêter. C'est pas sombre, ça? Mais c'est réel. Donc, quand tu pars du principe que demain, tout peut s'arrêter, tu te donnes à fond. Et tu pars du principe que demain, c'est fini, pas de regrets, je me suis donné à fond. Et pour se donner à fond, il faut y aller, pas se poser de questions, de la patience, de la passion, du culot, d'y aller à fond. Et quand on est persuadé qu'on peut y aller, on se pose moins de questions, on est moins réticent pour faire les choses. Et sur la transmission, dans mes équipes ou dans mon entourage, c'est prenez du plaisir, parce que demain on peut-être bosser sur d'autres sujets qui seront moins intéressants. Il y a des personnes qui rêvent de faire notre travail à notre place, et surtout aussi, c'est que je sais ce que c'est la pénibilité du travail, de par mes parents. Ma mère était femme de ménage, mon père a travaillé à l'usine. Donc moi tous les jours, tu vois, je remercie le ciel, je touche du bois et je suis content de faire ce que je réalise. Je n'ai pas cette pénibilité du travail. Les choses pénibles qui peuvent l'être, c'est un jour j'ai pas de connexion Wi-Fi, tu vois, c'est pas la mort. Et donc quand tu pars de ce principe là,
et que tu as une appétence pour un domaine, pour un centre d'intérêt, ben, il faut se lâcher. Alors que quand j'étais plus petit, j'avais pas de modèle qui pouvait me dire, H, t'as 15, 16 ans, 17 ans, t'es un bousillé de rap, t'es un bousillé de pub. Ne marginalise pas ça, fais-en une force et mets-le sur ton CV. Parce que moi, quand je recrute des créatifs, je regarde leurs soft skills et la première ligne que je vais regarder sur mes créatifs, c'est les centres d'intérêt. Et pour moi, ça, c'est important. Si tu te croisais on va dire, à 15-16 ans, qu'est-ce que tu te dirais? T'as 30 secondes. Je me dirais, lâche rien, montre-leur, reste dans cette optique de tu as des rêves, mais transforme-les en but et en objectif, parce que les rêves, c'est pas forcément palpable. Par contre, si tu te dis, mon rêve, c'est, je voulais bosser chez un annonceur, je peux travailler avec un annonceur, donne-toi des objectifs et fais en sorte de pouvoir les atteindre. Et entoure-toi de personnes qui te font confiance, apprécie les gens qui te tendent la main, apprécie aussi les gens qui te la lâchent, tu vois. Donc c'est aussi important. Et d'y aller à fond, de bien s'entourer, de croire en ses capacités, et aussi tu vas rencontrer plein d'obstacles. Tu vas tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, relève-toi. Tant que ton pouls ne s'arrête pas, tu peux y aller. Il y a plein de gens qui ont vécu plein de petites morts, il faut y aller, ça fait partie de la vie, parce que sinon ça serait pas amusant, tu pourrais pas kiffer si t'avais pas des moments de doute, ça va arriver. Mais si t'es sûr de toi, t'es bien entouré, t'as un entourage qui est sain, que tu as des gens qui te font confiance, et que tu as aussi tes convictions, tes valeurs, ne te travestis pas, n'oublie pas d'où tu viens, c'est important. Ça, c'est très important aussi pour moi dans ce que j'éduque à mes enfants, même si je peux faire partie de ces personnes qui ont eu un transfuge de classe. J'oublie pas d'où je viens, je suis très terre à terre, et c'est ce qu'il faut aussi, la force de Green Garden, c'est que on a cette proximité, et j'aime bien dire qu'on est très humble, très agile et très 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 affamé. Et ça, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me motive. Et quand tu parlais tout à l'heure de motivation, c'est comment on existe depuis maintenant 12 ans. Je suis toujours motivé parce que on a la chance aussi de travailler avec des annonceurs dont les trends et les objectifs évoluent. On peut passer de différents storytelling. Puis il y a d'autres marchés aussi qui peuvent aussi m'intéresser, comme le marché de la food, de l'automobile. Puis au final, il y a tellement de connexions en vérité avec ces différents secteurs. Je rebondis sur ce que tu me disais pour que ceux qui nous écoutent puissent prendre leurs petites notes aussi, parce que tu sais, c'est aussi le but, c'est que les gens se projettent aussi. Et j'ai trouvé très intéressant le côté j'ai des rêves, j'ai des engouements, j'ai des passions, j'ai des envies. Je dois les matérialiser, les cristalliser par des points d'accroche et des objectifs concrets. Je veux aller vivre aux US. Voilà, j'adorerais voir ça, voir un match pendant un mois, vivre aux US, voir un match de baseball, un match de basket. C'est un rêve tant que tu mets rien en place, en fait. Parce que ça coûte cher, c'est loin, c'est assez compliqué aussi en termes de papier. Premier step, c'est de regarder comment ça marche sur les papiers, c'est de mettre un peu de cash tous les ans, et ça se trouve, ça va être que dans 3 ans, 4 ans, le voyage. La patience. Mais je trouve intéressant le côté, en fait, oui, non, mais c'est chouette de rêver, c'est très beau, mais finalement, on s'en fout un peu tant que tu mets pas des choses concrètes, réelles. Donc, je trouve très intéressant, vraiment, le mix que tu nous donnes sur le côté très spirituel il y a un destin, il y a quelque chose de plus grand, on se projette, on avance, on y croit, il y a un côté un peu résilience, mais pas hébété, vraiment un peu, c'est ce que je vois, un peu spirituel, et en même temps le côté, en fait, oui, mais il faut quand même avoir des actions dans le réel. Mais clairement, moi je viens aussi d'un environnement et d'une génération où on peut avoir le syndrome de l'imposteur, de pas oser demander, de se dire est-ce que je suis à ma place, pas à ma place. Moi, j'ai jamais eu ce syndrome-là. Jamais de me dire je suis pas à ma place. Pourquoi d'autres seraient à leur place et pas moi. C'est ce que tu nous as dit au tout début de l'épisode finalement, et on arrive à la fin avec ça. C'est eux, ils le font, pourquoi pas moi. Exactement. On est tous sur un quai. Je vais voir le train de l'argent, pour ceux qui ont la référence dans The Shield, le voir passer, et moi je vais le regarder passer. Alors que je suis habilité à monter dans le train, je monte. Et puis après, ok, j'ai mon billet, mais où m'asseoir, c'est placement libre. Je choisis la place où je veux aller, tu vois. Et cette volonté de toujours se donner des objectifs et la patience, parce que comme tu le disais,
ça arrive pas du jour au lendemain. Alors oui, j'ai travaillé avec Nike et Adidas au bout de 6 mois, mais quand j'ai travaillé avec eux dès le départ, moi je voulais shooter des campagnes pour leur keyface. Et j'ai pas shooté, j'ai shooté Karim Benzema il y a 2 ans. Ça a mis quasiment 10 ans avant que je puisse shooter Karim Benzema. Et puis comme on s'est dit, le côté, enfin, t'as fait l'OP un peu waouh et t'as mis le pied à l'étrier, mais il y a aussi la vraie difficulté, on le voit aussi, elle est aussi de transformer, de continuer, de pérenniser ça, et de dire on fait pas que du one shot avec Nike, on a fait d'autres choses. Exactement. Et puis on a effectivement, c'est quelque chose d'important chez nous, c'est de pas avoir de turnover client, nous aussi en interne. On bosse toujours quasiment avec les mêmes clients depuis. Après, on a des nouveaux clients, etc. Mais on arrive à consolider, à fidéliser des clients et même des clients. Je mets le terme client, même si aujourd'hui, tu vois, j'ai rencontré, je me suis fait des amis chez des clients. Des clients qui sont devenus des amis, qui ont changé de poste d'entreprise. Certains m'ont fait des passes D en arrivant dans d'autres boîtes. Puis d'autres qui sont arrivés dans d'autres boîtes, mais il n'y a pas eu d'opportunité de business, mais avec qui je suis resté très proche, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi pour moi, c'est l'humain. Contrairement à d'autres personnes qui sont purement très froids, très business, très chiffres, etc. Moi, j'aime les relations humaines. Je suis pas non plus débile et je fais pas de mécénat. D'ailleurs, je suis très mauvais dans les actions associatives parce que je suis quelqu'un de très pragmatique où qu'est-ce qu'on fait, on va où, qu'est-ce qui se passe derrière. J'attache beaucoup d'importance aux relations et même avec mes collaborateurs. Alors forcément, c'est la vie, c'est la vie humaine. Il y a des gens avec qui ça match, d'autres ça match pas. Mais de manière générale, voilà, je suis quelqu'un qui est très proche des gens. Je suis pas dans cette schizophrénie aussi entrepreneuriale de Batman, Bruce Wayne, H au travail et différent de H de la maison. J'ai pas cette dichotomie, tu vois. Et je pense que ça se ressent aussi dans ma relation avec les uns et les autres. Je parle avec toi là, je me suis pas dit bon je vais mettre ma cape ou ma cravate je vais jouer la carte de H hyper entrepreneurial, etc. Parce que je suis pas là-dedans, tu vois. Et même moi, tu vois, j'ai mis du temps aussi à prendre la parole, des fois aussi sur. Même tout le monde me dit souvent, tu devrais faire plus de personal branding, de parler de ton parcours parce que t'as des choses à raconter. Et c'est ce que je sais faire un peu plus aussi, de transmettre aussi un message pour les gens qui viennent de milieux populaires ou de milieux ruraux. Notamment, j'essaie aussi maintenant, j'aimerais prendre la parole un peu plus auprès d'écoles. Tu vois, pour dire en gros, la réussite quand on vient de milieux populaires, de quartier, c'est pas forcément d'être rappeur, d'être footballeur, d'être garagiste ou d'avoir une sandwicherie. Alors oui, ça peut être cool, mais autour de moi, mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, on partage les mêmes centres d'intérêt, responsable RH, responsable achat dans des grosses boîtes. Et le week-end, on est en survêt de training de nos clubs de foot, on est en survêt Lacoste. Ouais, mais t'as envie d'amener cette vision du monde et cette manière de réfléchir qui est peut-être aussi, je sais pas si ce que tu veux faire, mais d'être ce modèle que toi, t'as pas forcément eu à l'époque, de dire, ou en tout cas un exemple, plutôt un exemple dans le sens où, voilà, regardez, c'est possible. Ouais, totalement. Et se sortir, je pense aussi, des discours un peu parfois... idéologique de il faut vous avez le droit de rêver, il faut rêver. Non, parce que c'est pas ça dont on parle, c'est de sortir vraiment avec un job qui paye le loyer. C'est ce qui me déplaît aussi depuis 2-3 ans, tu vois, post-confinement, toutes ces vidéos inspirationnelles de vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. C'est pas aussi simple, il faut travailler, il faut montrer patte blanche, il faut aussi beaucoup charbonner. Charbonner, c'est alors le plaisir certes, mais il faut du travail, il faut de la pugnacité, il faut redoubler d'efforts. Tu me savonnes la planche, H, là. C'est-à-dire que je vais glisser sur ma question de quasiment de fin, là, sur le charbon, c'est le titre de ce podcast. Charbon, c'est ça retranscrit, je pense, assez bien notre discussion et l'état d'esprit au global. Donc, j'aimerais que tu me donnes ta définition de charbonner. Pour toi, ça veut dire quoi, aller au charbon ? Charbonner, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est d'avoir son couloir. Pour moi, le charbon, c'est une course de fond. C'est pas un sprint. C'est tu as un objectif en tête. Tu le lâches pas et tu y vas. Malgré tous les obstacles que tu peux rencontrer, du travail et de la patience. Parce que aujourd'hui, voilà, ça fait 12 ans qu'on existe. Je trouve ça ouf, en fait. Mais on a eu des moments de doute et des moments de se dire, on arrête, on continue.
ah là, c'est super chaud, on y va à fond. Et parce que j'avais ce mindset de charbon. De ne rien lâcher, de ne rien lâcher, de toujours prouver aussi. Le charbon, c'est ça aussi. Quand je dis prouver, c'est pas ce côté très égocentrique. C'est de se dire... C'est montrer qu'on fait. On est capable de le faire. Et j'en reviens à ce que je disais au départ. Je vais vous montrer que je sais le faire. Et le charbon, voilà, pour moi, c'est ça. C'est un marathon. Tu lâches rien, tu t'obstines, tu observes, tu écoutes, tu tends la main, tu acceptes qu'on te tende la main. Parce que aussi, cette idéologie de se dire qu'on fait tout seul. C'est du vent. Ouais. Tu fais rien tout seul. C'est impossible. Steve Jobs, même, il a rien fait tout seul. Il s'est entouré des bonnes personnes. Il a eu les bons inputs, les bonnes idées. Mais personne ne fait rien tout seul. T'as toujours besoin d'être entouré de bonnes personnes, d'avoir même des gens qui, au départ, tu penses qu'ils peuvent pas t'aider parce qu'ils ont pas cette compréhension de ton métier. Et au final, moi, aujourd'hui, j'échange beaucoup avec des amis d'enfance qui sont pas dans des agences créatives, mais qui me permettent aussi de par moment de faire un petit step side et de me dire attends, t'as effectivement ton couloir, mais prends un peu de recul, tu te poses peut-être les mauvaises questions, ou si tu te poses des questions, ben va plutôt dans ce sens-là et après de revenir dans mon couloir. Donc voilà, j'ai envie de dire le charbon, c'est de l'authenticité, de la ténacité, de la patience et de l'audace et du culot. Parce que honnêtement, quand tu regardes tous ceux qui ont plus ou moins réussi, même si dans le mot réussi, c'est un fourre-tout, ça dépend de l'échelle de réussite de chacun, c'est des gens qui avaient beaucoup d'audace et qui ne sont pas posés de questions, de légitimité, de je peux y arriver, etc. Moi, aujourd'hui, tu vois, des fois, ça m'arrive, on fait des grosses campagnes, où on sort de brief, qu'on a gagné des appels d'offres, de me dire, ouais, c'est super. Et quand je vois passer d'autres campagnes, d'autres d'agences plus grosses, plus petites, eh ben, je suis très terre à terre. Je me dis, mais en fait, c'est nul ce qu'on fait. Alors que ça ne l'est pas, mais ça me permet juste de me recentrer, de me dire, reste focus, de pas prendre pour acquis. Tu vois, on travaille avec tous les équipementiers, on travaille avec eux depuis très longtemps sur la partie, aujourd'hui FC, anciennement FIFA. Mais à chaque fois, on se renouvelle dans nos propositions créatives. Et le charbon, c'est ça, c'est de pas mourir avec ses convictions. Ah ouais, ça c'est... je terminerai là-dessus sur le côté métaphore foot. Je suis pas un coach qui a joué pendant 10 ans sans attaquant, il a gagné 2 Ligues des Champions ou une compétition et qui va mourir avec ses idées parce qu'aujourd'hui il est plus performant avec sans attaquant. Non, j'observe, j'analyse ce qui se passe. Si demain je dois me mettre en retrait pour mettre en avant d'autres profils de l'agence, je l'ai toujours fait et je le fais. Si je dois réfléchir en termes de positionnement, de stratégie avec des clients, je me suis dit il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est ce qu'on faisait, ça marche. Non, c'est ça qu'il faut faire. On serait plus là, tu vois. Donc je veux pas mourir avec mes convictions. Je veux garder cette authenticité, cette singularité, mais aussi m'adapter, d'analyser, d'évoluer aussi avec mes clients, le marché, le monde, tout simplement. Et de vivre avec son temps, c'est très important. Beaucoup de choses. Je vais essayer de sortir 3 mots-clés. Tu me dis s'ils sont bons. Ouais. On a parlé de passion. On va garder notre triptyque pour avoir la Sainte Trinité. Passion, travail, patience. Ouais. Patience, c'est... Ça te convient, ça ? Ouais, ça me va. Ouais, ça me va. Très bien. Avec des sous-parties à chaque fois. Ouais. des petits alinéas. Mais passion, parce que depuis le début, on sent qu'elle est là. On a parlé de thématiques précises, de secteurs précis qui te faisaient kiffer et qui donc te permettaient d'être bon, voire très bon sur le sujet. Parce que comme tu as dit, l'expert, c'est pas que celui qui a bossé 15 ans. L'expert en agence de pub classique qui a bossé 5 ans pour Nike, ouais, ça veut dire qu'il est passionné et qui connaît tous les joueurs de la GIA, les Boomsong ou Capo, tu vois. Exactement. Il les connaît pas, alors que il a quand même bossé 5 ans pour une marque de foot. Il y a une différence. Moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu me dis là-dessus. Donc, passion, parce que ça drive, ça nous permet d'être bon. Voilà, quand t'es passionné, t'es bon, tu connais tout, t'es incraquable. Donc, t'as ça. Puis tu vois pas le temps passer. Oui, enfin, je veux dire, quand t'es passionné et que tu bouffes plein de documentaires sur des films ou quoi, versus le mec qui est pas passionné mais qui a besoin de comprendre comment marche le cinéma, mais il va se taper plein de films et ça va à terme les rinter un peu. On a dit passion, travail, ça bouge pas, je vais pas y passer 15 ans, ça bouge pas, je pense qu'on est raccord là-dessus, toi et moi. Totalement. Et c'est le monde du format. Et patience, parce que
il y a un destin, il faut l'activer, il faut faire en sorte de le bouger un peu quand il faut, mais il faut savoir mettre des objectifs concrets, mais patience, ça va arriver. Si je crois un peu en ce que je fais et que je sais que je peux le faire, il y a un côté vraiment, et tu me l'as dit, hein, t'es spirituel, je pense que ça manque un peu aussi, en vrai, ça c'est un jugement de valeur, mais ça manque un peu aussi aujourd'hui chez certaines personnes. Ça veut pas dire d'avoir une religion particulière, ça veut juste dire de penser que on appartient à quelque chose d'un peu plus fat et que tu peux activer des choses, quand ça arrive, il faut capter une énergie, bref. Est-ce que cette Sainte Trinité te convient, les 3 mots-clés? C'est totalement ça. Bon, moi ça me va, je pense que on aurait pu évidemment continuer encore plus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut aller plus en profondeur, etc. Mais je pense que là, les gens ont bien saisi les enjeux autour de la création d'une entreprise, là pour le coup d'une agence, mais avec une patte particulière, qui n'a pas vocation à non plus devenir la multinationale, mais qui garde son ADN fort, sa maîtrise, sa qualité d'expression aussi, parce que tout ce que vous faites depuis le début, il y a une patte. Moi, quand je te le dis, quand j'ai vu sur LinkedIn ce que vous faisiez, je t'ai dit, je pensais que vous étiez 40 000. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une patte quand même singulière. Donc, H, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner un dernier conseil très concret pour un jeune qui a envie de monter un projet? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Très simple, peut-être très dur à appliquer ou pas, mais en tout cas, le conseil ultime, que ce soit dans les actes ou dans la réflexion. Je vais reprendre ce qu'a dit Nino récemment. Prenez un bon avocat. La base. Être bien entouré, d'avoir un bon conseil juridique, comptable, avant de monter tout business plan, etc. S'accompagner, c'est ce que tu nous as déjà dit, mais c'est... S'accompagner, d'être bien entouré. Ouais. D'être bien entouré. Idem... en perso comme en pro? Comme en pro, oui, même quand on se lance dans une activité entrepreneuriale, de s'associer avec les bonnes personnes, de poser toutes les cartes sur la table et... voilà, j'ai envie de dire d'être bien entouré juridiquement, comptable et voilà. Prenez un bon avocat. On termine sur ça, ça me va très bien. Merci H. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, c'est très chouette. Merci, c'était plaisant. Merci beaucoup. On est ravis. Évidemment, toutes les infos, les cases, les campagnes, les grands prix sont dispo sur l'agence. Vous êtes aussi dans notre guide agence là depuis cette année, donc on vous invite à regarder un peu ce que fait Green Garden sur Gimpod.com parce qu'il y a toutes vos réalisations. Merci à toi encore H. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés sur YouTube. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est toujours bon pour le référencement. Tu connais très bien le sujet. Merci à toi, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon. Merci.